Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la parentalité, sur le comment du coup on gère une colère ou on va gérer un enfant qui tape par exemple. Je voulais commencer en préambule un peu par dire on essaie souvent, enfin on a tous à cœur d'être des bons parents et très souvent on est un peu happé et rattrapé par cette notion du parent parfait. Et ce qui me paraît important de rappeler déjà pour commencer, c'est que l'important c'est pas d'être un parent parfait, c'est pas ça dont les enfants ont besoin, ils ont besoin qu'on soit des parents conscients. Et c'est quand même ça qui fait toute la différence. C'est important qu'un parent soit conscient de ses failles, de ses paradoxes, de ses blessures, de ses incohérences, de son éducation et de la transmission culturelle et transgénérationnelle qui va accompagner sa parentalité forcément. Euh, Est-ce que je vais créer des blessures à mon enfant? Oui, c'est une évidence. C'est quasiment obligé en fait. Et pourquoi c'est obligé? Parce que on a beaucoup de choses à transcender et que c'est un accompagnement la parentalité avec notre enfant. C'est un travail qui va prendre du temps et c'est pour ça que c'est important d'être conscient et de déconstruire. C'est vraiment un travail de déconstruction. Donc l'important c'est pas tant de savoir si on va créer des blessures chez eux, c'est de leur donner les outils pour transcender ces blessures et ces outils que nous-mêmes, on n'a pas forcément reçus générationnellement parlant, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est quand même assez récent. Même si ça fait déjà un moment maintenant qu'on parle d'une parentalité plus positive, etc. Encore une fois, à l'échelle des découvertes qu'on a pu faire sur les enfants, etc., c'est quand même assez récent. Donc voilà. Un enfant est profondément intelligent, je dirais même bien plus qu'un adulte, parce que nous, on est perturbé par des filtres, les filtres de nos éducations, les filtres de la société, les filtres, voilà, on a toute une multitude de filtres qui s'ajoutent et qui perturbent un petit peu ce qu'on reçoit. Alors qu'un enfant, il a une certaine pureté et une intelligence émotionnelle et une empathie, franchement, qui surpasse de loin, mais de très très loin, les capacités d'un adulte. Donc, et je réponds par cette vidéo à un commentaire qui m'a été posé sous la vidéo d'hier que je trouve particulièrement pertinent. Parce que je me suis beaucoup reconnue dans ce commentaire et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent se reconnaître en fait, surtout quand c'est un premier enfant. Donc voilà, comment réagir quand notre enfant fait une colère? Pour moi déjà il y a un travail essentiel à faire en amont, c'est la reconnaissance des émotions. Alors moi avec mon fils j'utilise le monstre des colères, mais le monstre des émotions, pardon. Mais il y a des tas d'autres outils et de livres qui sont hyper intéressants. Je les ai pas tous, moi c'est celui que j'utilise, voilà. Mais il y en a plein d'autres. Et pourquoi? Parce que c'est important pour pouvoir gérer ces émotions, de les comprendre déjà dans un premier temps, de les reconnaître, donc de les comprendre et ensuite de les gérer. En général, on est en colère quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on est en colère quand on se sent du coup frustré et ou quand on vit une injustice. Les enfants sont très sensibles à l'injustice. Et c'est important parce que ça va agir sur énormément de blessures adultes, ça. Derrière de la colère en général, on a de la frustration et très souvent, on a de la tristesse. Je rappelle que la frustration est essentielle au développement d'un enfant puisqu'elle permet notamment de se dépasser et c'est le cas aussi pour les adultes. Donc la frustration est nécessaire. Donc si on se met en situation, ton enfant il fait une colère, t'es dans un magasin, il réclame un truc et tu dis non. Donc déjà, première étape, se débarrasser de la honte, ce dont je parlais dans la première vidéo. C'est très important parce que c'est une étape nécessaire, enfin c'est pas une étape nécessaire, si c'est une étape nécessaire dans la construction de l'enfant. C'est une étape surtout par laquelle tous les enfants passent. Sauf éventuellement dans certaines cultures parce qu'il y a des choses qui sont davantage intériorisées. Mais en l'occurrence, énormément d'enfants passent par là, y compris sur le fait de taper.
C'est quelque chose d'assez naturel, c'est un passage par lequel les enfants passent parce qu'ils savent pas comment exprimer les choses. En général, ça vient à un moment où la parole, elle est pas encore active. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Quand l'enfant va pouvoir être en capacité de s'exprimer vraiment, il y a des choses qui vont se passer différemment. Deuxième chose, isoler son enfant. Donc si tu es dans un magasin et que tu peux pas vraiment sortir du magasin, bah essaie déjà de t'isoler un petit peu avec lui, de te mettre à l'écart du monde. Déjà d'une, ça t'évitera la gênance du regard des gens. Donc ça t'évitera d'être toi-même gêné et d'être toi-même pas à l'aise avec tout ça. Et puis surtout, l'enfant, ça va lui permettre ça va permettre de pallier à quelque chose qui s'approche de la blessure d'humiliation, parce que si tu réprimandes ton enfant en public, tout le monde va le regarder, les autres enfants vont le regarder, lui, il va finir par avoir conscience du regard des gens, et c'est pas très cool. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir s'isoler et de se mettre un petit peu à part pour pouvoir discuter avec lui et gérer la situation le plus tranquillement que tu peux. Tout en se rappelant bien évidemment qu'on fait ce qu'on peut, c'est important. Ensuite, tu te mets à sa hauteur, c'est important. Quand tu discutes avec un enfant, tu t'abaisses toujours à son niveau pour pouvoir le regarder droit dans les yeux. Si tu te mets dans la situation de toi adulte, bah en fait c'est la même chose. On a besoin de se regarder dans les yeux pour qu'il y ait un contact qui se fasse et que l'enfant il se sente compris. Ensuite, quatrième étape, tu écoutes et tu communiques. L'enfant, dans un premier temps, il a surtout besoin d'exprimer pourquoi il est pas content, pourquoi il est frustré, pourquoi il voulait ce jouet et toi tu peux pas lui acheter ou tu veux pas lui acheter. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ça pourrait être plein d'autres situations, mais en l'occurrence, je l'illustre par celle-là pour l'avoir moi-même vécu il y a pas si longtemps que ça. Donc tu écoutes, tu accueilles et tu discutes avec lui. Cinquième étape, tu lui expliques pourquoi tu lui dis non et tu essaies le plus possible de lui dire tout simplement que tu comprends qu'il soit déçu en fait. C'est exactement comme un adulte, le nombre de situations qu'on peut désamorcer en disant juste à l'autre qu'on le comprend dans sa blessure, c'est quand même juste assez énorme. Donc le poids de cette phrase est très très important. Et puis sixième étape, bah, tu l'apaises le mieux que tu peux. Tu essaies de le prendre dans tes bras, il le voudra peut-être pas, et s'il le veut pas, ben faut respecter le fait qu'il en ait pas envie. Si l'enfant boude, laisse-le bouder, c'est aussi une manière pour lui de gérer son émotion, c'est pas grave, il a le droit. Et puis encore une fois, en fait, faut pas projeter sur un enfant, c'est pas parce que à 3 ans ou à 2 ans, il gère une situation comme il la gère qu'il la gérera de la même manière à 15 ans. C'est pas franchement comme ça que la vie elle se passe. Encore une fois, le langage a une importance énorme, même si maintenant il y a des outils formidables qui permettent aux enfants de s'exprimer bien avant d'acquérir le langage. Je pense à la langue des signes par exemple, qui montre des effets. Moi personnellement je l'ai pas utilisé avec mon fils, mais ça marche dans de nombreux cas, donc faut pas hésiter à aller vers ça aussi pour les enfants qui n'ont pas encore l'accès au langage complet, plein et entier, en tout cas en capacité de verbaliser je suis en colère, ça gronde à l'intérieur de moi et ça va pas. Et puis enfin, si l'enfant tape, alors là c'est un petit peu plus particulier. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Parce que très souvent, notre première réaction, c'est quand même de se sentir juste outré parce qu'un petit être de moins d'1 mètre nous frappe. Donc ça a tendance à nous crisper, à cristalliser quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est pas grave. Et l'idéal dans ce cas-là, c'est d'ajouter dans le processus un dérivatif, ce que moi j'appelle un dérivatif. C'est-à-dire quelque chose qui va lui permettre d'exprimer cette extrême colère, mais de pas la projeter sur l'autre. En lui expliquant bien que l'autre, il n'est pas responsable de cette colère. Donc ça peut être le dessin, ça peut être un taper dans un ballon, lancer un ballon. Pour les plus grands, mais alors vraiment plus grands, je pense plutôt préadolescence, adolescence, ça peut être casser des choses. Ça fait du bien. Moi, ce que j'aime bien utiliser avec mon fils, c'est la danse aussi. Quand il a vraiment besoin de s'énerver, bah du coup, il se défoule en dansant, c'est pas plus mal. Et puis crier marche aussi très bien. Là, la seule chose, c'est qu'il va falloir lui offrir un cadre où il le peut, donc pourquoi pas aller faire une balade dans la nature. Encore une fois, il faut que ça soit dans un lieu approprié et dans un lieu où il va pouvoir pleinement s'exprimer, quoi.
Et puis se rappeler surtout, je crois, dans ces situations que les enfants sont des éponges, encore une fois, et ils sont profondément empathes. Mais à des niveaux qu'en tant qu'adulte, on a du mal à même saisir. Donc ça me paraît important quand il y a des situations où l'enfant il va taper vraiment assez systématiquement et qu'on a du mal à lui faire entendre les choses, ça va être de s'interroger sur notre propre rapport à la violence, sur qu'est-ce que ça vient aller chercher en nous, quelle résonance ça fait par rapport à notre histoire, par rapport à notre éducation. Et puis surtout, se rappeler que, enfin moi j'ai l'habitude de dire que la violence c'est une sorte de poison. Et c'est un poison transgénérationnel, véritablement. On n'a pas besoin d'avoir été un enfant battu pour être confronté à de la violence. Un parent qui a tendance à nous ignorer, à nous rabaisser, à nous rabrouer systématiquement, à ne pas nous écouter. Tout ça, c'est des formes de violence intégrées chez l'enfant. Et encore une fois, la seule chose qui est importante dans tout ça, c'est d'être conscient de ces processus, d'être conscient qu'on est porteur de ces mémoires et que c'est ça qui s'exprime à travers un enfant qui va être dans une extrême présence. Moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas c'est ce que mes guides me transmettent et je suis assez d'accord parce que je l'ai assez observé, quand il y a des cas de violence extrême comme ça chez des enfants, où c'est systématique, où il y a vraiment quelque chose qui vient s'exprimer, mais en profondeur sur ça, très souvent c'est que c'est des enfants qui sont venus pour rompre un schéma, pour arrêter quelque chose dans la lignée familiale. Donc c'est important. Encore une fois, la parentalité, c'est un miroir, hein, donc on est face à des petits êtres qui nous ressemblent et qui épongent tout ce qu'on ressent. Je pense aussi à des conflits. Les conflits entre parents vont beaucoup être intériorisés chez les enfants et vont beaucoup ressortir de ce type-là. Un enfant, il t'aime inconditionnellement. Donc, il t'aime inconditionnellement et en plus, il n'a pas toujours le langage sur le moment pour te dire que cette situation, il l'a vécue comme il l'a vécue. Donc, part du principe que lui, il absorbe tout, vraiment. Et il t'aime inconditionnellement, donc en fait, bah, il va pas vraiment t'en vouloir. Il va pas forcément le montrer, sauf si tu lui donnes cet accès à lui montrer son mécontentement. Donc voilà, les disputes entre parents, encore une fois, moi tout ce que je vous dis, c'est exit de la culpabilité, c'est-à-dire que bah, on peut pas toujours éviter de se disputer devant un enfant, même si l'idéal c'est de faire attention à ce que l'enfant ne le vive pas. L'important, encore une fois, ça va être de discuter avec lui et de communiquer, de revenir sur les événements, notamment s'il assiste à une dispute, s'il assiste à des tensions comme ça. Je crois sincèrement qu'il faut parler à nos enfants profondément et leur expliquer les choses, même si on a l'impression que eux ils vont pas comprendre en fait, parce que ils comprennent. En fait, c'est un petit peu comme les animaux. Les enfants ont cette capacité de comprendre l'intention. Donc ils vont pas forcément comprendre tous les mots de la situation que tu expliques, mais ils comprendront ton intention. Et si ton intention est pure, un enfant il la recevra. Et par conséquent, il gérera la situation avec les informations nouvelles que tu lui apportes. Donc ça me paraît important. Et puis, un enfant va aussi, enfin, ce genre de situation-là, quand on est confronté à un enfant qui tape, ça va aussi questionner nos limites. Comment je mets mes limites? Quel rapport j'ai avec mes limites? Et puis la violence qu'on a envers soi-même. La violence qu'on n'exprime pas forcément dans le quotidien, mais la violence qu'on s'impose à soi en permanence. Donc, encore une fois, un enfant qui tape, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, voilà, si c'est comme ça, et puis qu'au fur et à mesure tu lui apprends et que ça disparaît, et ben voilà, c'est tout en fait. La leçon, elle est apprise. Par contre, si c'est quelque chose qui se répète et qui perdure dans le temps, il faut aller vraiment chercher à l'intérieur de soi pour le coup. Parce que là, l'enfant, il vient exprimer quelque chose qui vient de toi, et que ça soit le papa ou la maman d'ailleurs, ou quelles que soient les situations parentales, mais ça concerne les deux personnes qui élèvent l'enfant. Ça n'est pas quelque chose qui est réservé au lien maman-enfant, c'est quelque chose qui est partagé. Donc ça va venir vraiment questionner les personnes qui sont référentes de cet enfant, en l'occurrence, qui sont les référents éducatifs de l'enfant. Et puis enfin, il n'y a pas une seule méthode, parce que, encore une fois, il y a plein de parentalités différentes. Donc utilise les méthodes qui ont de sens. Tout à l'heure, j'ai parlé du non. Je sais que dans la parentalité positive, on dit souvent qu'il faut éviter de dire non et formuler les choses autrement. Mais je ne suis que partiellement d'accord avec ça, pour la bonne et simple raison que, euh,
c'est une étape à mon sens idéale. Et moi, je pars du principe de la réalité. J'ai beaucoup, à la naissance de mon fils, regardé des vidéos sur la parentalité positive, énormément. Ça a participé à renforcer ma dépression postpartum. Donc, utilise les méthodes qui ont du sens pour toi, et uniquement celles qui ont du sens pour toi. Encore une fois, on est parents par rapport au code qu'on a nous-mêmes reçu en tant qu'enfants. Du coup, ça nous renvoie à la parentalité qu'on a eue aussi, nous. Donc, si tu vas trop loin de ces repères-là, c'est là que tu risques de te perdre, de te sentir coupable et de ressentir un malaise. Donc moi, personnellement, le non, j'ai besoin de l'utiliser dans ma parentalité, en fait. Je sais que c'est pas une situation idéale et que il serait mieux que je puisse formuler les choses autrement. Mais je n'y arrive pas. Et ça me met en situation d'échec si je fais ça comme ça. Je vous donne un autre exemple. Moi, ma maman criait beaucoup, mais beaucoup, vraiment. C'est une gueularde, quoi, vraiment. Donc, forcément, quand j'ai eu mon fils, qu'est-ce qui est ressorti? Je gueulais tout le temps, je gueulais. Et je me regardais faire et je me disais, oh là là, on dirait ta mère, c'est atroce. Et puis une fois, j'ai une amie qui a fait preuve de beaucoup de bienveillance envers moi-même et qui m'a dit, mais pourquoi t'acceptes pas juste que t'es une maman comme ça, en fait? Et j'ai bugué un peu pendant 30 secondes et je me suis dit, mais oui, elle a raison. Et j'ai ressenti à l'intérieur de moi, ça m'a provoqué du soulagement. Et ben, je gueule beaucoup moins. Et je gueule beaucoup moins parce que je l'ai accepté, en fait, que j'étais comme ça et que ça faisait partie de mon éducation. À partir du moment où j'étais en refus et que j'avais juste l'impression de ressembler à ma mère et d'être dans ce miroir, bah du coup j'étais en lutte contre ce mécanisme et du coup je me remettais à crier. Donc il y a vraiment quelque chose qui est l'ordre de l'acceptation dans la parentalité aussi des schémas qu'on a nous-mêmes reçus. Et encore une fois, ne pas partir trop loin. Je vais vous donner un autre exemple, un dernier exemple. Un jour, on était en situation, on assistait à un spectacle, j'étais avec mon fils, c'était la fin de journée, j'étais fatiguée, j'étais clairement fatiguée. J'ai beaucoup vécu ça sur la première année de mon fils, sa première année et demie. Énormément de fatigue et beaucoup de fatigue psychique. Et, je crois que je me laissais pas aider. Enfin bref, j'étais dans cette dépression postpartum là que j'avais beaucoup de mal quand même à gérer. Et je sais plus, je reprends mon fils et effectivement je reprends sans prendre les formes de le reprendre. Et là j'ai un monsieur qui a voulu faire preuve de bienveillance et qui me dit ah mais attends, décharge pas sur lui, tu vois, il y est pour rien, il a besoin de se défouler. Et en fait ça m'a profondément blessée sa remarque, alors qu'il faisait preuve de bienveillance, attention, hein, il était très très bienveillant. Mais il était très très bienveillant envers mon fils. Et pas du tout en bienveillance envers moi, parce que mon ressenti sur le moment, ma fatigue psychique à moi, il en a pas tenu compte. Il m'a juste renvoyé le miroir, voilà comment tu devrais réagir en bonne maman. Et même s'il avait raison dans le fond, bien sûr qu'il avait raison, son conseil, il était judicieux. Et moi, j'étais pas en capacité à ce moment précis, parce que moi, j'étais fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire attention à la bienveillance, parce qu'on est bienveillant envers qui, comment, pourquoi. Parfois, on essaie d'être bienveillant et on est malveillant. Parce que on est maladroit, en fait, tout simplement. Ce monsieur, il a pas voulu faire preuve de malveillance envers moi, c'est clair et net. Il a voulu me passer un message. Et ce message, il y avait du vrai dedans. Bien sûr qu'il y avait du vrai. Mais il a pas pris en compte moi. Alors qu'en tant que parent, on est important dans le processus. Il n'y a pas seulement la bienveillance envers nos enfants et le bien-être de nos enfants. Si toi, en tant que parent, tu te sens pas bien, tu te sens pas aligné, t'es fatigué, t'es stressé, t'es tout ce que tu veux, tu peux appliquer tous les conseils de bienveillance du monde, ça marchera pas. Parce qu'il faut que tu sois d'abord bienveillant envers toi-même pour pouvoir être bienveillant envers ton enfant. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui me paraissaient importantes à partager, à vous transmettre. Et puis, ça me paraît important aussi de dédramatiser ces situations, parce que c'est pas dramatique et qu'on doit faire avec ce qu'on est, profondément avec ce qu'on est et en accord avec notre histoire. Et on n'a pas tous la même histoire, on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes outils. Et ça se prend en compte aussi dans cette logique. Attention, c'est pas du tout une critique sur la parentalité positive, parce qu'il y a des personnes qui en parlent très bien, qui font un merveilleux travail, mais vraiment.
Mais c'est vrai que personnellement, dans mon parcours à moi, ce qui m'a aidée, c'est pas tous les comptes que j'ai suivis sur la parentalité positive, parce qu'au final, ça a créé beaucoup de culpabilité à l'intérieur de moi. Par contre, le jour où j'ai décidé de me faire aider et d'aller voir une psychologue pour parler de tout ça, bah, ça m'a aidée parce que là, elle a déconstruit cette image de maman parfaite qu'il fallait avoir enfin, que renvoient parfois les réseaux sociaux. Pardon, je modifie ma phrase parce que c'est important, parce que c'est pas le cas partout, mais c'est ce qui peut être véhiculé parfois sur les réseaux sociaux. Et ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis vraiment de déconstruire les choses et de me rendre compte qu'en vrai, je me mettais une pression de fou et que j'essayais d'être quelqu'un que je ne suis pas, en fait, tout simplement. Et c'est là d'où provenait la douleur. Donc, soyez juste des parents conscients du fait qu'on ne peut pas être un parent parfait, c'est pas possible. Et en plus, c'est même pas ce qu'on nous demande. On nous demande juste d'être nous-mêmes et d'être conscient de ce qui se passe pour pouvoir donner les outils à nos enfants. Moi, j'essaie au maximum de ce que je peux de permettre à mon fils de se protéger de moi, par exemple. C'est-à-dire dans les moments où je suis fatiguée, où je suis stressée, où je vais pas forcément être très juste dans ma parentalité parce que justement mon émotionnel à moi prend le dessus. Mon fils est autorisé à me dire que là, je ne suis pas juste. Pourquoi? Parce que c'est important aussi qu'il puisse le faire, puisque moi, j'ai fait ce que je peux dans mon quotidien, mais c'est un travail à deux. Je crois que la parentalité, c'est un binôme. Alors un binôme entre les deux personnes qui élèvent l'enfant, mais c'est un binôme aussi avec l'enfant. Et je crois que plus on écoute nos enfants, plus on s'écoute nous-mêmes, et mieux ça marche, en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein d'amour. J'espère que cette vidéo aidera les gens que ça doit aider. Et puis parlera peut-être à certaines personnes. En tout cas, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite.